bienvenue dans la seconde partie de ce hors-série du podcast Les Déferlantes. Nous sommes toujours avec Chloé Namédian, Luciole, Fred Testo et Sarah Samadi. Les questions qui vont suivre nous sont posées par nos auditeurs, spectateurs, et vous allez devoir y répondre. Alors, si vous êtes d'accord, découvrons tout de suite le contenu de leur bouteille à la mer. Bonjour, j'ai une question. C'est quoi le 7e continent ? Plastique. Le plastique, Ouais, c'est les déchets qui créent l'imaginaire de cette idée que justement toute la pollution plastique représenterait un 7e continent. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois, c'est ça. oui. Ouais. Mais je crois qu'on en a même plusieurs dans le monde, non ? Alors, c'est pas un continent sur lequel on peut marcher, évidemment, mais on en a au moins 5, non, qui sont un peu répartis sur... L'expression, elle vient du fait que les courants, les mouvements océaniques font que ces déchets s'accumulent à certains endroits préférentiellement. Et c'est cette image de 7e continent, elle vient de ça. Elle vient de ces accumulations qui se font parce que, oui, il y a de la circulation dans l'océan. Et donc, on peut, à certains endroits, accumuler beaucoup de résidus plastiques. Donc, dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Oui. Partout, c'est bien. Bonjour, moi c'est Camille. Je me demandais si vous étiez écolo dans vos vies perso. Coucou Camille. Eh bien, on va te répondre. Qui jette ses mégots par la fenêtre ? Personne. Personne. Tous un petit peu à notre échelle, je pense. Enfin, je sais pas. De mon côté, j'essaye, mais faut pas se culpabiliser sur tout. Mais ouais, je pense qu'on essaye tous de faire le max, en tout cas. Il y a un super site qui existe qui s'appelle mesgestesclimat.fr. Ça a été développé par l'ADEME et ça montre justement, c'est un petit quiz qui dure une dizaine de minutes et vous explique en fait votre quotidien. Donc je bois 3 cafés par jour, 2 thés, je mange des œufs, de la viande rouge, je me déplace en métro, en voiture, etc. Donc vous faites tout un état des lieux de votre quotidien un peu à la journée, à la semaine et à la fin il vous dit le nombre de tonnes de CO2 que vous émettez chaque année avec votre niveau de vie et surtout il vous donne des solutions pour réduire ce volume. Et ce qui est très important, c'est de voir qu'on n'est pas justement dans un changement radical de nos comportements. Parfois, il suffit juste, si vous faites 15 km par an en voiture, d'en faire que 14 000 pour déjà avoir un impact. Ouais, Au lieu de manger de la viande rouge tous les jours, vous en mangez 2-3 fois par semaine et ça a déjà un énorme impact. Et on se rend compte en fait rapidement qu'on n'est pas dans un retour dans le côté Amish ou retour à faire son potager dans son jardin, mais ça peut être aussi des choses que nous, on peut faire à notre échelle sans que ce soit une transformation radicale. Et pour baisser peut-être le taux de culpabilité, parce qu'on remet un peu trop la faute sur les citoyens, c'est 30-70% à peu près. Donc à 30%, les citoyens peuvent faire quelque chose et c'est déjà très important. Mais c'est vraiment l'État, les industries, les entreprises, à hauteur de 70% qui peuvent vraiment changer radicalement les choses. Mais je crois beaucoup à la pression des citoyens pour justement insuffler le mouvement aussi dans leur entreprise, dans leur industrie et auprès de leur collectivité. Les maires aussi ont un rôle à jouer aujourd'hui. Oui, et puis les réalités sont différentes d'un pays à un autre, évidemment. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'en tout cas, tout le monde a plus aussi le réflexe de prendre un sac pour aller faire ses courses, éteindre la lumière parce qu'on l'a laissé allumer, pas laisser l'eau couler, enfin plein de choses comme ça. Ça commence à rentrer dans le quotidien. Ça rentre, mais il faut pas oublier que souvent c'est une vision biaisée des choses et qu'on n'a pas une vision globale. Quand on met tous ces emballages dans la poubelle jaune, on a l'impression qu'on fait un truc vachement bien. Sauf que tous ces plastiques qu'on met dans la poubelle jaune, en fait, ils sont pas recyclés. Même ceux qu'on dit recyclables, c'est pas du recyclage, c'est du réusage. Et on continue de produire des plastiques. Le problème, c'est la production des plastiques. Il faut arrêter de produire des plastiques. Et ça, c'est pas le citoyen tout seul qui va le faire. Le système économique est tel que on nous fait croire que parce qu'on fait ce geste de mettre dans la poubelle jaune, on fait quelque chose pour la planète. Bah, c'est pas complètement vrai. Et ça, c'est important de relativiser. On peut faire des choses, c'est vrai, à chacun à son échelle, mais il y a une bonne partie, c'est pas nous, c'est la société de façon plus globale, c'est le système économique, voilà. C'est ça qui rend fou d'ailleurs. C'est comme à l'époque, moi je suis un ancien fumeur. Pendant quelques années, j'ai fumé. On est passé après, ils ont inventé les paquets de 10.
paquet de 10, tu dis, je fume moins. Mais en fait, une fois que tu as fumé 10, tu vas racheter un paquet de 10. Donc, tu as fumé 20. Tu as fumé un paquet. Et puis maintenant, il y a la vapoteuse, apparemment. Il y a tous ces trucs-là. En fait, ça s'arrête jamais. Ouais. Tant que le en haut, la volonté ou l'intérêt ne changera pas, mais on peut quand même petit à petit aussi faire des choses à notre niveau. En fait, si on était tous, comme tu disais, totalement irreprochables, il y aura encore on serait même pas à la moitié de ce qu'il faut faire. Le fait d'être en Français aujourd'hui nous fait émettre de tonnes de CO2 parce que les services publics sont faits de telle façon et c'est ceux qu'on utilise. De toute façon, la solution là ne fonctionne pas. Donc, quand on dit qu'il faut passer de 10 à 2 tonnes par habitant, c'est déjà pas possible. Le fait d'être français déjà fait que c'est impossible. Donc, ça montre à quel point les institutions, l'État doit bouger. Mais je pense qu'on n'a pas, rien à faire. Au contraire, j'ai vu vraiment un changement radical quand il y a les incendies l'année dernière. Il y a une prise de conscience généralisée, je trouve, au niveau des Français, parce que là, ça les a vraiment impactés dans leur foyer, chez leurs amis. Ils étaient tous en vacances là-bas, donc ils voyaient en fait une réalité de ce qui était en train de se passer. Et subitement, l'État s'est emparé de ce sujet. Les médias ont décidé là de changer un peu leur braquet, de parler énormément de sujets climat et environnement, ce qui est très bien. Mais on se rend compte que quelque part, toute cette volonté, elle est venue du fait que les Français avaient besoin de comprendre, avaient besoin de réponses et ne voulaient pas laisser passer ce qui était en train d'arriver. Et donc, c'est là où je crois profondément au fait que nous, on a notre rôle à jouer pour forcer les choses, pour forcer le changement dans une société qui, aujourd'hui, nous convient plus forcément, nous protège plus comme elle est censée nous protéger, nous rend plus heureux comme elle a pu nous rendre heureux à un moment aussi. Et donc, au lieu de montrer tout ce que cette transition écologique pourrait nous apporter, c'est important de nous enlever, c'est important de montrer ce qu'elle pourrait nous apporter. Et ça, c'est un changement de récit, d'imaginaire qu'il est très important de mettre en place, et c'est le cas aussi pour les plastiques. Merci. Très bien dit. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît les impacts du microplastique et du plastique de manière générale sur notre santé ? Ah, Sarah, je pense que cette question vous revient. Très mal. On connaît très mal, en fait. On sait que les plastiques, c'est des molécules... c'est des assemblages, en fait, de molécules avec un certain nombre d'adjuvants pour donner différentes propriétés au plastique. Et quand ces plastiques se dégradent, ces molécules sont libérées. On suppute qu'un certain nombre ont des propriétés de type perturbateur endocrinien. Mais globalement, on sait très peu de choses. On sait que tout le monde a du plastique, on ingère tous du plastique tout le temps, tous les organismes, tous les endroits de la planète où on cherche, dans tous les organismes on en trouve, mais on connaît encore assez mal les effets, en fait. Dans les choses, dans les résultats scientifiques qui commencent à être disponibles, ces plastiques, ils modifient toute la sphère microbienne, en fait. C'est-à-dire que tous les micro-organismes qu'on a dans nos tubes digestifs et qu'on a découvert récemment comme étant des éléments importants de notre santé, de notre fonctionnement, on sait que les microplastiques, ça modifie ces microbiomes, en fait, cette communauté bactérienne. Donc, ça a probablement un effet. Pour l'instant, les recherches sont encore balbutiantes. Donc, c'est une question auquel on ne peut pas réellement répondre. Forcément, ça devient un élément important de notre environnement. Donc, forcément, ça a un impact. Lequel exactement, c'est difficile à dire, en fait. Mais est-ce qu'il y a des recherches qui sont financées particulièrement sur ce sujet en ce moment ou pas encore ? Oui, il y a des recherches là-dessus. Au muséum, par exemple, il y a des équipes qui sont spécialisées sur les perturbateurs endocriniens et qui s'intéressent particulièrement à cette question liée au plastique. C'est une question émergente et qui est abordée. Après, est-ce qu'elle est suffisamment étudiée, prise en compte ? C'est difficile à dire. Moi, je ne sais pas assez mon domaine pour répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des pistes sur quel type d'effet ça pourrait avoir, mais ça reste encore... en gros, il y a les deux effets, c'est ça, c'est les perturbateurs endocriniens et puis les modifications que ça apporte sur les communautés bactériennes associées aux organismes.
Et donc, la suite logique de ces perturbations, si je peux dire, c'est des cancers, des maladies neurologiques. Ça peut être des tas de choses, perturbateurs endocriniens, ça peut être des modifications de la fertilité, ça peut être des modifications dans la croissance des enfants, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais on garde le moral. Bonjour, c'est Esteban. Pour vous, quel est le rôle des médias et des artistes face aux problèmes environnementaux ? Merci. Médias et artistes. Oui. Déjà, je pense que le côté journalistique d'informer ou on va dire ou scientifique justement ou professionnel ou passionné ou par l'intermédiaire d'un sujet. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de travailler dans son domaine. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'en ce moment, je fais une série sur le rire, une dystopie dans laquelle le rire serait interdit, parce que pourquoi pas, ça peut nous arriver au bout d'un moment avec tout ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en œuvre pour avoir une sorte de miroir et que chacun se pose la question et s'interroge. Il n'y a pas de solution trouvée, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir à ça. Après, on peut en parler comme on en parle là, donner un avis. Parce qu'on veut beaucoup demander des avis, surtout en ce moment. Et on peut en avoir un avis, mais on en revient quand même que le décisionnaire, à un moment donné, c'est le politique. C'est pour ça qu'on est content de payer des impôts. En tout cas, après, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec les gens qui dirigent le pays. Peut-être que ça devrait être plus collégial, d'ailleurs, dans l'avenir. Comme ça, tout le monde y trouverait son compte et qu'on voterait à main levée. Comme là, déjà, à 5, on pourrait trouver une meilleure solution. En tout cas, il y aurait peut-être un truc plus logique, plus représentatif. Mais on en revient toujours à la même solution, c'est que le politique, qui décide que demain, il n'y a plus aucun plastique quand je vais aller faire mes courses et acheter ma tranche de pâté une fois par mois. Je mange pas beaucoup de viande. Et l'emballage qu'on met en dessous, et le truc qu'on met dessus. Et alors, si j'ai pas mon petit sac en toile, on donne un sac plastique, c'est fou déjà ça. Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi on n'a pas du verre là ? Le verre, on sait le gérer, le verre. Et le verre, et en plus, après, on va le remettre comme il y avait du temps des grands-parents, et on remet la bouteille. À la consigne. À la consigne. Et peut-être que là, même, on pourrait faire un truc marrant à la consigne, c'est qu'on a un bon d'achat pour aller manger quelque part, où on le donne à quelqu'un, puisqu'on se retrouve... Là, on est dans un monde où aujourd'hui, on est très content de payer plein d'impôts, et il y a plus de gens qui sont dehors ou qui n'ont pas de toit aussi. Donc c'est fou, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. La réponse était bien, Esteban. Mais c'est vrai que vous, en tant que personnalité des médias ou artiste, par exemple, à travers vos réseaux sociaux, vous pouvez avoir un impact énorme aussi. Moi, je pense que c'est important. Enfin, les médias, pour le coup, quand c'est vraiment professionnel, pour moi, c'est un devoir qu'ils en parlent. Il faut en parler, quoi qu'il arrive, parce que ça reste de l'information brute, vu que c'est ce qui se passe. Et enfin, ils ont presque pas le choix d'en parler dans tous les cas. Et pour les artistes ou influenceurs ou des gens qui ont leur plateforme, etc., je pense que déjà, personne n'est là pour faire la morale. Donc, pas donner des leçons, pas faire culpabiliser, pas arriver en disant ah bah les amis, moi maintenant c'est ça, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas végétarien, c'est une catastrophe. Voilà, pas faire culpabiliser. Surtout que sur les réseaux sociaux, quand t'es influenceur, la moyenne d'âge des gens qui te suivent, ils sont très très jeunes. Donc, quand t'as 17 ans, tu peux encore habiter chez tes parents et tu vas pas commencer à descendre un beau matin, regarder tes parents en disant par contre, la viande ça dégage et le plastique j'en veux plus. Tu vois, enfin ça marche pas. Donc du coup, faut juste, je pense, les intéresser dans un premier temps, leur montrer l'exemple, mais de façon naturelle, pas en faire des caisses. Que ce soit fait de façon fun presque. Là, il y a un jeune engagé qui a sur Instagram que j'avais reçu là pour une émission. Il est parti en Inde faire un documentaire et il y va en train. Et du coup, il monte tout son trajet un petit peu sur les réseaux, etc. Donc, il a pris, je sais plus combien de trains pour y aller. Enfin, bref, c'est toute une expédition. Mais c'est génial parce que du coup, c'est tellement positif. Il montre que voilà, on s'arrête dans telle ville, on est allé chez l'habitant, on a rencontré telle personne, c'était super. Le train, il passe par des paysages magnifiques. Enfin, voilà, pour moi, c'est de l'influence positive. Et c'est de montrer comment faire différemment. C'est-à-dire, au lieu de dire l'avion, c'est pas bien, ceux qui prennent l'avion, dire ah bah venez, on va prendre le train, ça va être trop sympa, ça va être beau, on va faire des rencontres trop bien. Enfin voilà, plus amener positivement d'autres solutions et d'autres inspirations quoi.
Ouais, ce qui est important, c'est la diversité des discours. Et pas tomber dans le dogmatisme, en fait. C'est ça le problème. Donc, les médias et les artistes, ils ont un rôle à jouer, il n'y a pas de doute, mais il faut que ça reste dans l'ouverture et la diversité des choses qu'on présente, sans tomber dans le dogmatisme et puis le discours moralisateur. Ça, c'est vraiment indispensable. Oui, parce qu'on est quand même dans surtout une pas la époque morale, où on est quand même dans un temps qui nous a été quand même amené par les réseaux sociaux, qui, quoi qu'il se passe, ça fait du buzz, donc on est dans une époque il faut choisir un camp, il faut être pour ou contre, et du coup on perd justement la nuance et aussi respecter qu'il y a plein d'artistes ou de sportifs qui n'ont jamais parlé sur des sujets, et donc il faut respecter ça. D'autres qui parlent et qui ne veulent plus parler, et que c'est pas eux de toute façon qui vont changer quoi que ce soit. Et on est trop dans le, comment dire, on veut l'info tout de suite de machin ou machine n'a pas réagi. Mais enfin, là c'est pas c'est pas eux, ça changera rien quand même s'ils réagissaient, ça ne changera rien parce que les choix premiers sont, comme on le disait tout à l'heure, sont politiques. Après, ça ne sera que des choses en plus, et qui vont faire que, en plus, en restant positif justement, en donnant toujours une solution, parce que c'est pour il y a déjà assez de mauvaises nouvelles comme ça tous les jours pour ne pas en rajouter. Donc, faut croire en l'avenir, croire que ça va changer, ça met du temps. Déjà, on a la conscience de ça. Avant, on l'avait même pas. Quand on était plus jeune, on savait même pas il y avait un danger, comme tu disais, on savait même pas que les déchets allaient à tel endroit ou qu'il y en avait. C'est très récent qu'on se dit, on mange du poisson avec dedans du plastique. Ouais, et par exemple. Faire attention à l'éco-anxiété aussi chez les jeunes qui est très présente, donc pas leur rajouter une couche, on va dire, d'angoisse, tout simplement, en leur disant, en leur faisant sous-entendre que ça pourrait être de leur faute, alors que, comme on dit, il y a tellement de facteurs à prendre en compte, donc il faut le plus possible nuancer, je pense, ses propos, quand on s'adresse en tout cas sur les réseaux sociaux, et juste, voilà, pour moi, c'est montrer l'exemple comme on peut, mais sans jamais culpabiliser, et le faire de façon très naturelle et accessible, surtout. Merci. Dernière question. Bonjour, j'ai une question. Comment garder espoir quand on voit l'état actuel de l'environnement ? C'est ce qu'on vient de dire. On peut se raccrocher justement aux solutions qui existent, parce qu'en fait elles sont là. C'est ça qui est très important, c'est de prendre conscience que les solutions existent, elles sont là, mais maintenant il faut effectivement la volonté politique pour les mettre en place. Donc il faut se raccrocher à ça, mais je pense qu'on peut aussi le faire à l'échelle d'une collectivité, d'une communauté, d'un hameau. On peut aussi à notre échelle commencer à lancer ce mouvement, et il y a Rob Hopkins qui a lancé justement ce grand mouvement en Angleterre. Il a écrit plein de livres où il y a déjà plein de solutions à l'intérieur. Ça a lancé un autre mouvement des villes en transition. Il y a même des villes en Alsace qui se sont lancées avec une monnaie locale, par exemple, comme lui, il pouvait faire. Et donc, il faut essayer d'aller lire ses ouvrages, se rendre compte de tout ce qui existe aujourd'hui et qui se met en place en France ou à l'étranger, et de se rendre compte que nous aussi, à notre échelle, on peut commencer à lancer ce mouvement. Déjà, dire bonjour aussi. Sourire aussi, partir le matin de chez soi en souriant, en laissant les gens passer qui arrivent vers la droite, comme ça, dire excusez-moi, je vous en prie, allez-y. C'est vrai. Ça, c'est un truc incroyable. C'est vrai. Et déjà, ça fait du bien aussi. Ça met en fait tout ce qu'on envoie comme bonnes ondes, on le reçoit. Donc c'est à chacun d'entre nous aussi d'essayer d'être moins en colère, plus joyeux, plus positif. Moi, ce que je me dis aussi souvent, c'est que la planète, elle s'en remettra de nous. C'est-à-dire que même si l'écosystème se casse la gueule, la planète, elle va survivre, en fait. Elle a déjà eu des chutes pareilles. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis que c'est plus pour nous qu'on le fait, à la limite. Et du coup, tirons-en le maximum, mais il ne faut pas dans notre tête que ce soit la Terre qui va exploser avec absolument tout qui va se détruire et jamais se reconstituer. Juste, ça prendra énormément de temps. Mais ça m'aide de me dire que, voilà, en fait, c'est pas nous qui allons tuer la planète, c'est plus nous qui allons nous tuer nous-mêmes avec tout ça. Donc, plus se concentrer sur les actions qu'on peut faire et pas sur ce qui est détruit. Même si c'est déprimant, mais souvent c'est un peu les images qu'on retient. On va voir des forêts qui sont brûlées et on se dit oh là là, la forêt brûlée, mais elle pourra jamais repousser, etc. Alors que si tu patientes des millions d'années, tu peux retrouver plein de choses. Donc du coup, c'est pas
là-dessus où je vais me focus, c'est-à-dire pas les images horribles où on voit des forêts en feu ou des animaux, moins se focus là-dessus et plus se focus sur l'humain et sur les actions qu'on fait, tu vois. Je trouve que ça, en tout cas, perso, ça me relaxe un petit peu, ouais. De moins me concentrer là-dessus. Et si je vois une forêt en feu, je me dis, franchement, c'est déjà pris une météorite dans la tronche. Elle se prendra aussi un incendie, peut-être d'autres choses. Ça, c'est pas la question. Ça repoussera potentiellement. Enfin, voilà. Donc, moins fixé là-dessus, quoi. Puis, les objets de la nature et des écosystèmes, encore une fois, on les connaît assez mal et on est surpris finalement par leur capacité de réaction et ce qui est possible. Donc il y a la nécessité d'étudier plus pour trouver quelles sont les solutions, parce qu'elles existent en fait, les solutions. Et il y a si on prend l'exemple des pollutions avec les nitrates, par exemple, dans les cours d'eau en Bretagne, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées et en 30 ans, en fait, on a amélioré pas mal de choses. Alors, on a amélioré à certains endroits et on a continué à empirer en faisant des gros élevages de cochons, mais n'empêche que les écosystèmes ont été capables de répondre beaucoup mieux que ce qu'on croyait, en fait. On pensait que ça allait prendre des décennies et des décennies. Les endroits où il y a eu des actions, il s'est passé quelque chose. On a amélioré. Donc, ça veut dire que on se fait des scénarios... Enfin, les scénarios qu'on se fait, encore une fois, sont basés sur très peu de données. Donc, il faut avoir plus de données et travailler, tester des solutions parce que y a des solutions. Lesquelles, à nous de les découvrir. Mais il faut effectivement plutôt continuer à étudier, à être curieux sur les possibilités pour avoir des modèles de plus en plus robustes et des connaissances qui permettent d'ouvrir ces solutions. Donc, on n'oublie pas que la Terre est résiliente et qu'elle nous survivra. Ouais. Merci beaucoup pour vos réflexions inspirantes et je cède la place tout de suite à Baptiste pour un nouveau jeu. C'est parti. On va faire un nouveau mini-jeu. Alors celui-là, vous l'avez préparé. Donc en gros, je vais vous donner 4 papiers. Il y en a 3 dessus où il y a écrit vrai et 1 où il y a écrit faux. Donc, je vais vous en donner un de façon aléatoire. Et vous allez devoir nous raconter une anecdote assez courte sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, une seule de ces anecdotes est fausse et il y en a 3 qui sont vraies. Donc ici, comme nos auditeurs qui nous écouteront, on pourra s'amuser à deviner qui est le menteur. Okay, et il y en a 3 qui sont honnêtes. Donc c'est parti. Et c'est un mini-jeu qui s'appelle « Qui vous mène en bateau ?» C'est quand même stylé. C'est quand même pas mal. Alors je procède à un un mélange contrôlé. Alors, hop. Voilà, donc vous avez tous la réponse. Évidemment, on ne sait pas qui est qui. Alors j'invite Chloé à commencer. Ouais, parce que moi, mon anecdote, elle n'est pas sur la pollution plastique ou l'océan. C'était ça le petit souci de mon côté. Vous avez tous une histoire, vous, sur l'océan ou... Ah oui, toi, tu fais des expéditions. Ouais, j'avoue, j'ai pris un truc en lien sur l'eau. Quoi, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Le but, c'est de trouver qui est le menteur. Hein. D'accord. Alors, je peux déjà faire quelque chose par rapport au glacier. Ça se rapproche un peu de l'eau, du coup, quand ça fond, en tout cas. Ça part après dans l'océan, ça peut compter. Ouais, ça compte. Moi, je suis partie, quand j'ai parti en tournage pour TV5, justement sur la fonte des glaces en Suisse, on est parti faire ce qu'ils appellent une course de glace. Donc, on marchait sur le glacier avec un guide. Moi, j'étais attachée à lui. Et en fait, il s'est trouvé que lorsqu'on a avancé sur cette course et qu'on a fait cette course de glace, il commençait à y avoir des crevasses énormes jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et donc, le risque, forcément, c'est de tomber dedans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on continue à avancer. Lui me faisait passer sur quelque chose qui faisait même pas 2 cm et j'avais pas forcément les bons crochets pour survoler justement les deux pentes de glace qu'il y avait de chaque côté. Et là, ce qui devait arriver, en tout cas, arriva. Et là, je suis tombée dans le trou. Il s'est jeté de l'autre côté pour me tenir, pour que je puisse ne pas rester bloquée, parce que le risque, c'est de rester bloqué entre les 2 blocs. Et là, vous pouvez mourir d'hypothermie. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il m'a maintenue et il m'a ramenée jusqu'à la glace au-dessus pour que je puisse justement m'en sortir. Eh ben, dis donc. Voilà. Je crois qu'on peut dire qu'on l'embrasse. Ok, bah, merci bien. Luciole, c'est à toi.
Donc moi, petite anecdote simple et efficace. Première expédition il y a plusieurs années. Première fois que je dors dans un bateau, donc première nuit en mer. C'est également la plus grosse tempête que j'ai vue de toute ma vie. Genre sur toutes les années où j'ai pu faire des expéditions. La première fois où je dors sur un bateau. Donc c'était, nous on a l'échelle de Beaufort qui est l'échelle du vent. On était quasiment au max, donc quasiment ouragan. On n'arrivait même pas à comptabiliser le nombre de nœuds, donc de vitesse de vent. Et c'est évidemment venu à 3h du matin pour plus de fun. Et on a mis des heures à s'en sortir, tout simplement, je crois, jusqu'à 9h du mat. Parce que moi, en fait, j'ai pris plein de médicaments et ils m'ont ligoté sur la banquette comme un espèce de saucisson dans mon sac de couchage, parce que j'étais un énorme boulet, en fait. C'était la première fois que je naviguais. C'était juste un coup à ce que je passe par-dessus bord. Je ne servais à rien. Je ne savais pas quoi faire. Le mât était affaissé. Tout le monde criait. Il pleuvait. Ça sautait dans tous les sens. Je m'étais pris genre 6 meubles dans le coin des jambes. Donc, j'avais super mal. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée ligotée comme ça. Je me suis réveillée à 9h du matin sur la côte parce qu'on était allés se mettre à l'abri. Et ils m'ont tous regardé désespéré en mode on comprend si tu veux partir quoi, si tu veux pas continuer. Et j'ai fait on est d'accord que j'aurai jamais pire. Ils font écoute, nous c'est une des pires météos qu'on a vues de notre vie, donc je pense que tu n'auras jamais pire. Voilà. Bah dis donc, c'était où? Méditerranée. C'est là où c'est très dur à prévoir la météo. C'est assez instable. Ouais, l'échelle de Beaufort, effectivement, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je passe mon tour. D'abord. Bon, ok, d'accord. D'abord Fred alors. Je sais pas décider. En fait, c'est un voisin de mon père qui en fait avait changé de boulot et au fur et à mesure du temps de son boulot, et mon père il dit mais alors c'est quoi ça va mieux et tout. D'ailleurs oui, j'ai trouvé un super truc, c'est cool, justement je me suis mis dans le recyclage plastique sur les plages et tout, donc j'y vais régulièrement. Après, les horaires changent, machin. Et mon père s'est pas posé de questions là-dessus. Voilà, son voisin, c'est tout. Tant mieux, il était content. Et il a vu, au rythme des mois, son train de vie changer. Il dit donc ça marche bien, ta boîte. Il dit ouais, j'ai monté un truc maintenant, c'est une grosse boîte et tout. Donc, et c'était un peu dans le cliché de il s'est acheté une énorme voiture, il commençait à faire des fêtes, des habits, il a refait toute une partie, une piscine à côté de chez lui et tout. Et je sais pas, 1 an après, un jour, un matin, il y a 50 voitures de police qui sont là, machin. Le voisin se fait arrêter et il embarque et tout. Et en fait, il se trouve que son voisin récupérait, il montrait des photos, récupérait des ballots de plastique sur la plage. Ouais. Et en fait, c'est de la cocaïne. Voilà. Qui venait de... C'était de la farine. Voilà. Okay. Voilà. En fait, c'était un trafiquant de drogue. En fait, les gens laissent les ballots sur la plage et lui, il va les récupérer et juste il... Ouais, c'est un nettoyeur un peu particulier, quoi. Ok. En France ? Ouais. Ah bah dis donc. Donc, moi, la première expédition sur un bateau océanographique que j'ai fait, c'était il y a une 20aine d'années. Donc, c'était en Nouvelle-Calédonie pour étudier la faune des monts sous-marins. Donc, les monts sous-marins, c'est des espèces d'îles qui culminent, mais à 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres de profondeur. Et donc, sur ces petits bateaux sur lesquels on travaillait, on était que 6 scientifiques. Donc avec un collègue très aguerri qui avait déjà fait ça depuis 25 ans, et puis d'autres plus jeunes comme moi. Et donc, il y avait un Brésilien qui était spécialisé de petits coraux dentelles, qui sont des petits coraux très jolis, très colorés, et il n'en revenait pas, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est l'endroit où il y a la plus grande diversité de ces coraux, et à chaque fois qu'on envoyait un chalut et qu'on ramenait des échantillons, il s'exclamait, il était complètement fou. Donc à un moment donné, les biologistes peuvent être des blagueurs aussi. On en a pris un qu'on a badigeonné avec du stabilo fluo, et on l'a mis sur ce qui remontait, quoi. Et alors là, il est resté complètement
arrêté à se demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Il s'est précipité sur son microscope pour essayer de regarder. Il a vu qu'il y avait quelque chose dessus, mais il était déjà en train d'imaginer sa publication de ce truc extraordinaire. On a fini par lui dire que c'était une mauvaise blague. L'horrible prank. Voilà. Ok, pas mal du tout. Alors, merci pour ces anecdotes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait une fausse et 3 vraies. Alors, à votre avis, comment on fait ? Alors, on lève les mains et on pointe du doigt celui qu'on pense ou celle qu'on pense être le menteur. On fait un truc comme ça ? Ouais, comme au loup-garou. Comme au loup-garou, exactement. Alors, je vous invite à lever la main et vous le baissez vers celui J'hésite. que vous pensez qui a menti. J'hésite entre deux personnes, moi. Attends. Je vous laisse réfléchir. Allez, je fais un petit 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eh bien, je vous ai eu doublement puisque C'est vrai. ce qui est faux, c'est que c'était le voisin de mon père, mais en fait, c'est une histoire vraie que j'ai vue aux États-Unis. Ah, il y a un double piège. Ouais. Bien joué, ok. Ces histoires de plastique, elle est beaucoup plus longue parce que comme c'est Ouais. et c'était sa défense. Et c'est la Moi, France je qui m'étonnait savais pas, parce que États-Unis je serait peut-être passé dans la tête, tu vois. Je savais pas en voyant ces gros morceaux de plastique sur la plage énormes. Hmm. Il a dit qu'il savait pas au début. Après, vous pouvez négocier, mais vous avez quand même perdu du coup. Donc, Mais c'est pas la donc peine il y a de ramener les plastique et États-Unis. plastique. Méfiez-vous. Hein. C'est vrai. Si ça ressemble à de la farine, c'est que ce n'est pas du plastique. Ouais. Écoutez, merci. C'était le dernier mini-jeu, il me semble. Donc, Bah, je bravo, vais laisser la hein. place à Merci, Élise. Game Bah, c'est Master. vous qui avez tout donné. Élise, je te laisse la place. Eh ben, on espère que vous avez découvert des choses, éprouvé le même plaisir à nous écouter que nous à faire ce podcast. Alors, donc je me jette à l'eau si on a éveillé ou réveillé votre curiosité. N'hésitez pas à aller vous informer sur notre site thecleaners.org. Vous y trouverez plein de contenus sur les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez aussi continuer de nous écouter en allant retrouver la première saison de notre podcast Les Déferlantes, notre podcast enquête sur la pollution plastique. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos actualités chaque mois et à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et donc là, vous aurez carrément les infos en continu sur nos actions en France, à l'étranger, à Bali avec notre petit bateau de dépollution, le Mobula, avec nos actions locales, avec les associations sur place. En ce qui concerne nos invités, Fred, Oui. eh ben, bonne chance pour monter ce film. Bah oui, merci. Et puis, on Merci. espère que cette série dans laquelle le rire est interdit cartonne. Bah ouais, j'espère aussi. Sarah, eh bien, bonne chance pour vos futures expéditions l'année prochaine. Merci. Toujours aussi inspirante. Luciole, eh ben, bonne chance aussi pour les prochaines expéditions et on souhaite que la mer soit plus clémente pour vous. Merci. Et Chloé aussi, au Sénégal, vous risquez pas de tomber entre des crevasses, mais bonne chance quand même pour Merci. cette future expédition. Merci d'avoir suivi ce hors-série du podcast des Déferlantes de The Sea Cleaners. Et The Sea Cleaners, c'est une ONG qui propose des solutions concrètes pour lutter contre la pollution plastique marine, à terre et en mer. The Sea Cleaners agit sur tous les fronts, en aval, en amont. Collecte, recherche scientifique, économie circulaire, sensibilisation, parce que oui, une autre façon de consommer est possible. Si vous souhaitez nous rejoindre et passer à l'action, n'hésitez pas, rejoignez-nous. On a besoin de vous. Ça peut prendre différentes formes, bénévolat, dons. Sachez que toute action, quelle qu'elle soit, est super utile et contribue à nous faire avancer dans notre combat contre la pollution plastique. Merci de nous avoir écoutés, visionnés, podcastés. Merci de nous liker et de nous faire connaître autour de vous. Merci à Elia Jolinon et Camille Bonelli de The Sea Cleaners d'avoir produit et réalisé Microplastique, un épisode hors série du podcast Les Déferlantes. Et enfin, un grand merci à nos invités d'avoir accepté ce voyage en immersion.